Bismillah. Donc, au début de l'enregistrement de cette deuxième partie, je vais juste rappeler que les torseurs dynamiques d'entraînement et de Coriolis sont nuls dans les repères RG qui sont animés d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à RU. Alors, ces repères-là sont appelés galiléens. Et donc, la définition du principe fondamental de la dynamique dans le repère universel et dans le repère RG, ça va être la même chose. Travail et puissance. Alors, en présence d'un couple appliqué à un solide, voilà, un couple, c'est quoi? Donc, c'est un tenseur de force dont la résultante est nulle. Mais son moment résultant est le même en tout point. Et dans ce cas-là, le moment du couple, on le désigne par oméga. On le désigne par gamma. Et c'est ce gamma donc qui va représenter cette intégrale que nous avons vue tout à fait au début. Alors, quand il s'agit d'un couple, sa puissance, c'est tout simplement son moment multiplié par le vecteur oméga de S par rapport à R0. D'accord? Donc, c'est le moment du couple multiplié par la vitesse de rotation des solides par rapport à R0. Alors, s'il s'agit d'un travail, donc c'est tout simplement une puissance multipliée par dt, donc c'est gamma fois oméga fois dt. Bon, maintenant, si on s'intéresse aux forces appliquées à un solide, et on suppose que notre solide est soumis à des forces ponctuelles et volumiques. Bon, s'il y a d'autres types de forces, donc tout simplement, il faut les rajouter. Alors, dans ce cas-là, la puissance des forces agissant sur S par rapport à R0, c'est la somme des puissances. Donc là, c'est la puissance de la force F qui est appliquée en MI. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on multiplie scalairement par la force par la vitesse du point auquel est appliquée cette force. Donc, la même chose. Les forces volumiques sont appliquées en M, donc on multiplie par la vitesse en M. Donc là, on va avoir une sommation continue et là, une sommation discrète. Donc la puissance des forces agissant sur le solide, c'est la somme des puissances. Maintenant, si on considère un point A quelconque du solide, alors si vous regardez dans le point de départ, la définition de départ, c'est celle-là. Donc c'est la somme des puissances et cette vitesse, donc on va la remplacer par la vitesse de A plus oméga multiplié vectoriellement par AMI. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé tout simplement la relation de transfert du torseur cinématique. Donc, cette transformation, on peut la faire puisque le point A est un point du solide. Donc, cette vitesse, donc j'utilise la relation de transfert en utilisant la vitesse de A. Donc, la même chose, la vitesse de M, c'est la vitesse de A plus oméga multiplié vectoriellement par AM, donc il ne faut pas oublier de multiplier par dt. Alors, donc on peut factoriser par la vitesse de A, voilà, et ça va être cette quantité qui représente tout simplement la résultante, puisqu'on a supposé que le solide est soumis à des forces ponctuelles et volumiques, multiplié scalairement par la vitesse de A, plus sigma de FMI, multiplié scalairement par oméga vectoriel AMI plus l'intégrale de F tau oméga vectoriel AM. Alors, pour cette deuxième transformation, donc on tombe sur des produits mixtes, FMI multiplié scalairement par oméga multiplié vectoriellement par AMI. Donc, on utilise les propriétés des produits mixtes donc, pour libérer le oméga. Bon, ce qui fait, voilà, on sait que le produit mixte est invariant par permutation circulaire. Alors, je permute, donc je vais avoir sigma d I AMI multiplié vectoriellement par FMI, tout ceci multiplié vectoriellement par oméga.
Et de l'autre côté, on va voir la même chose, l'intégrale de AM multiplié vectoriellement par F taux de M d taux multiplié scalairement par oméga de S par rapport à R0. Bon, puisque oméga ne dépend pas de la sommation, elle ne dépend pas de l'intégrale, donc on peut la faire sortir. Et lorsqu'on analyse ce résultat final, qu'est-ce qu'on constate? Que la puissance des forces agissant sur S par rapport à R0, c'est la résultante, d'accord, multipliée par la vitesse de A, plus le moment en A des forces multiplié par le vecteur oméga. Or, cette résultante, c'est la résultante du torseur des forces. Ça, c'est tout simplement le moment du torseur des forces. Ça, c'est le moment du torseur cinématique. Et là, c'est la résultante du torseur cinématique. Donc, on a une résultante multipliée scalairement par un moment, plus un moment multiplié scalairement par le vecteur oméga. Ça veut dire on obtient un produit mixte. Donc, la puissance des forces agissant sur S par rapport à R0, c'est la résultante multipliée par la vitesse de A, plus le moment en A des forces agissant sur S multiplié scalairement par oméga de S par rapport à R0. Et bien évidemment, ce résultat ne dépend pas du point A appartenant à S. Donc, en fin de compte, la puissance des forces agissant sur S par rapport à R0, c'est le produit de deux torseurs, c'est-à-dire le torseur des forces par le torseur cinématique. Bon, c'est le commandement des torseurs des forces appliquées et des torseurs cinématiques. Là, c'est une définition c'est un résultat qui est extrêmement intéressant, mais malheureusement, donc, les étudiants n'utilisent pas ce résultat qui est tout à fait général et qui peut présenter, disons, des avantages par rapport à la définition de base que nous avons vue tout à l'heure, c'est-à-dire la puissance et la force multipliée scalairement par la vitesse du point où elle est appliquée. Alors, conséquence, si deux torseurs de force appliquées à un solide sont égaux, bon, c'est normal que les puissances qu'ils développent sont égales. Si un torseur de force appliqué à un solide est nul, la puissance qu'il développe est nulle dans tout mouvement de ce repère. Bon, ça veut dire que la puissance des forces intérieures à un solide par rapport à R0 est égale à 0 dans tout repère. Donc ça, c'est la puissance intérieure à un solide. Maintenant, si au lieu de considérer un solide, on considère un système matériel qui est constitué par plusieurs solides. Là, donc, on va travailler avec deux repères. Le repère R0, donc on va le considérer comme un repère absolu, et un deuxième repère, R indiciaire, on va le considérer comme un repère relatif. Bon, le calcul de la puissance des forces agissant sur le système par rapport à R0, donc la définition de base, elle reste valable, qu'il s'agisse d'un système ou d'un solide. Et là, cette vitesse-là, donc au lieu de faire comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire en utilisant la relation de transfert des tenseurs cinématiques, donc on utilise la loi de composition des vitesses. Bon, cette vitesse-là, puisqu'elle est définie par rapport à R0, donc on va la considérer comme une vitesse absolue, et on va la décomposer en une vitesse relative plus une vitesse d'entraînement. Donc on va faire la même chose pour cette vitesse. Vitesse absolue est égale vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Alors, la puissance des forces agissant sur S par rapport à R0 est égale sigma di fmi multiplié scalairement par la vitesse de mi par rapport au repère relatif plus l'intégrale de f indice taux de m multiplié scalairement par la vitesse de m par rapport au repère relatif multiplié par des taux. Donc ça va représenter la puissance des forces agissant sur S par rapport au repère relatif. Bon, pour le reste, c'est-à-dire sigma di fmi multiplié par la vitesse d'entraînement de mi et l'intégrale de f taux de m multiplié par la vitesse d'entraînement de m multiplié par des taux. Donc, on va voir ces quantités. Alors, la vitesse d'entraînement, je vais la remplacer
par son expression. Donc, c'est la vitesse absolue de l'origine du repère relatif. Bon, le repère relatif, donc son origine, c'est O1, plus oméga du repère relatif par rapport à R0 multiplié vectoriellement par O1 et B. Donc là, on a appliqué tout simplement la définition de la vitesse d'entraînement. Donc je répète, c'est la vitesse absolue de l'origine du repère relatif plus oméga du repère relatif par rapport à R0 multiplié vectoriellement par O1 MI. La même chose de l'autre côté, cette vitesse d'entraînement, donc on va la remplacer à son expression, vitesse absolue de l'origine du repère relatif plus oméga du repère relatif par rapport à R0 multiplié par O1M parce qu'il s'agit ici de la vitesse d'entraînement du point 1. Et donc, si on fait la somme de 1 plus 2, donc on va pouvoir isoler la vitesse absolue de l'origine du repère relatif. Donc la même chose, le oméga du repère relatif par rapport à R0, donc qui était à l'intérieur, donc on a appliqué les propriétés du produit mixte pour la sortir de la sommation. Et donc, encore une fois, donc on va avoir une résultante multipliée par la vitesse absolue de l'origine du repère relatif, plus le moment en O1. Je rappelle que O1, c'est l'origine du repère relatif, multiplié scalairement par oméga des repères relatifs par rapport à R0. Donc, en fait, le 1 plus 2, c'est tout simplement la résultante des forces agissant sur S multipliée par la vitesse de O1 par rapport à R0, plus le moment en O1 des forces agissant sur S multiplié par le oméga des repères relatifs par rapport à R0. Donc, encore une fois, on tombe sur un commandement de deux torseurs, c'est-à-dire le torseur des forces agissant sur S multiplié scalairement par le torseur cinématique d'entraînement, des vitesses d'entraînement. Voilà, torseur cinématique des vitesses d'entraînement de S. Et si je reviens à la définition de la puissance par rapport au repère absolu, donc ça va être la puissance des forces agissant sur S par rapport au repère relatif, plus le commandement des torseurs des forces et des torseurs cinématiques d'entraînement. Avec le torseur cinématique d'entraînement qui est défini par ces éléments de réduction au 1, son moment, c'est la vitesse de 1 par rapport à R0, et sa résultante, ça va être tout simplement le oméga du repère relatif par rapport à R0. Bon, bon, là, voilà la schématisation du repère R0, du repère relatif, bien évidemment, l'origine du repère absolu, l'origine du repère relatif et notre système. Alors, montrer que la puissance des forces intérieures à un système matériel est indépendante du repère et que celle relative à un solide est nulle. Alors, je rappelle que le torseur des forces intérieures, nous avons vu déjà que le torseur des forces intérieures, que ce soit pour un solide ou pour un système, c'est un torseur qui est nul. Mais faites attention, quand il s'agit de calculer la puissance des forces intérieures à un système, cette puissance, elle est non nulle et elle est indépendante du repère. Par contre, la puissance des forces intérieures à un solide est une puissance qui est nulle. Voilà, donc on le dit, montrer que la puissance des forces intérieures à un système matériel est indépendante du repère, donc elle est non nulle, mais elle est indépendante du repère, et que celle relative à un solide est nulle. Donc au moins, vous devez vous rappeler de ces résultats. C'est-à-dire, si vous avez un torseur qui est nul, bon, c'est le torseur des forces intérieures, pour un système, c'est un torseur nul, mais la puissance des forces intérieures est indépendante du repère. Elle est non nulle. Or, le dernier volet de ce cours, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Alors, si on applique ce théorème, donc on obtient une équation scalaire, algébrique. Alors, un mouvement dans un repère galiléen, donc on part d'un système matériel. Alors, voilà, on considère un point M qui appartient au système, sa masse dm,
Fm, c'est la résultante de toutes les forces agissant sur M. Alors, ces forces appartiennent au torseur des forces extérieures et intérieures. Alors, pour ce point matériel, on a la relation, son accélération par rapport au repère galiléen, multipliée par sa masse, est égale à la résultante des forces exercées sur ce point, ou ce petit élément, donc ce qui est plus vrai. Alors la même chose, donc on multiplie scalairement par la vitesse de m par rapport à Rg, les deux membres de l'égalité, et là, cette quantité-là, c'est tout simplement la dérivée par rapport au temps dans le repère Rg de la quantité de m sur 2, vitesse de m par rapport à Rg au carré. Donc là, c'est tout simplement l'énergie cinétique. Et donc, cette quantité-là, c'est la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique du point. D'accord? Dans le repère Rg. Et là, c'est la puissance, tout simplement, de la force appliquée sur M par rapport au repère Rg. Alors, si on étend la somme à tous les points de S, donc on va avoir une relation plus générale. La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique de S par rapport à Rg est égale à la puissance des forces agissant sur S par rapport à Rg. Alors, s'il s'agit d'un système matériel, cette puissance des torseurs des forces, elle inclut aussi les forces intérieures. Bon, bien évidemment, les forces extérieures. Bon, nous avons vu que, c'est-à-dire, on a donné ça à titre d'exercice, que la puissance des forces intérieures à un système est une puissance qui est différente de zéro. Alors, le torseur des forces agissant sur S, donc on peut le diviser en deux torseurs, le torseur des forces extérieures agissant sur S, plus le torseur des forces intérieures agissant sur S. Alors, la contribution des forces intérieures doit être prise en considération dans le calcul des puissances. Alors, s'il s'agit d'un solide, bon, la puissance des forces intérieures au solide est égale à 0, mais on va avoir une expression qui est similaire. La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique du solide par rapport à Rg est égale à la puissance des forces extérieures agissant sur le solide par rapport à Rg. Bon, puisque cette puissance des forces intérieures pour le solide est nulle. Alors, si on désigne par R la résultante des forces extérieures agissant sur S, donc voilà, on peut décomposer cette résultante comme ceci. Résultante des forces extérieures conservatives, résultante des forces extérieures non conservatives. Alors, les forces extérieures, les forces conservatives, ce sont des forces qui dérivent d'une énergie potentielle. Les forces non conservatives sont les forces qui ne dérivent pas d'une énergie potentielle. Donc là, je peux donner comme exemple la force de rappel d'un ressort, la force de gravité, et là, je peux donner comme exemple la force de frottement. Alors, le torseur des forces extérieures agissant sur S par rapport à Rg est égal le torseur des forces extérieures agissant sur S par rapport à Rg plus le torseur des forces extérieures non conservatives agissant sur S par rapport à Rg. Et donc, la puissance, ça va être la puissance des forces extérieures, donc c'est la somme des deux puissances, c'est la puissance des forces extérieures conservatives plus la puissance des forces extérieures non conservatives. Or, la puissance des forces extérieures conservatives, ça va être tout simplement moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport au temps. D'accord? Mais comme cette quantité-là, c'est tout simplement la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique. Donc, finalement, on va avoir la dérivée de l'énergie cinétique de S par rapport à Rg est égale à la puissance des forces extérieures agissant sur S par rapport à Rg, donc est égale moins dEp sur dt, donc ça c'est la puissance des forces extérieures conservatives, plus la puissance des forces extérieures non conservatives agissant sur S par rapport à Rg. Alors si on fait passer l'énergie potentielle de l'autre côté, donc on va l'additionner
avec l'énergie cinétique pour avoir l'énergie mécanique. Et donc là, on peut avoir une autre forme. La dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique de S par rapport à RG, c'est tout simplement la puissance des forces extérieures non conservatives agissant sur S par rapport à RG. Donc, EM, c'est tout simplement l'énergie mécanique du solide. Donc, c'est la somme de son énergie cinétique plus son énergie potentielle. Alors, lorsque la puissance du torseur des forces extérieures non conservatives est nulle, on aura, c'est-à-dire lorsque cette puissance est nulle, on va avoir la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique est égale à 0. Et dans ce cas-là, on va avoir l'énergie mécanique du solide par rapport à RG est égale à une constante. Et on va avoir conservation de l'énergie mécanique. Alors, il faut retenir que vous pouvez avoir conservation de l'énergie mécanique. Ce n'est pas lorsque les forces non conservatives n'existent pas, non. Vous pouvez avoir conservation de l'énergie mécanique en présence des forces non conservatives, mais à condition que ces forces-là ne travaillent pas ou lorsque ces forces-là développent une puissance qui est égale à 0. Alors, dans ce cas-là, on va dire que le torseur des forces extérieures agissant sur S est conservatif. Alors, si maintenant on considère un repère non galiléen, bon, si on prend le cas du système matériel, donc on fait la même chose. Fm, la résultante de toutes les forces agissant sur M. Donc là, la masse fois l'accélération est égale à la résultante des forces dans un repère galiléen. Et cette accélération, on va la décomposer en une accélération relative, accélération d'entraînement et en une accélération de Coriolis. Et donc, si on isole la masse fois gamma de m par rapport au repère relatif non galiléen, on va avoir la masse fois l'accélération est égale à la résultante des forces moins gamma d'entraînement fois dm moins gamma de Coriolis fois dm. Bon, c'est-à-dire, c'est une force fictive. Cette force fictive, on va l'appeler force d'inertie d'entraînement. Et celle-là, c'est une autre force fictive qui apparaît donc à chaque fois que vous travaillez dans un repère non galiléen. Et on va l'appeler tout simplement la force d'inertie de Coriolis. Bon, si je reviens à cette définition et je multiplie par la vitesse relative. Donc là, on obtient une puissance par rapport au repère relatif. Donc là, c'est une force d'inertie d'entraînement multipliée par la vitesse relative. Et là, c'est la force d'inertie de Coriolis multipliée par la vitesse relative. Mais n'oubliez pas que dans la force d'inertie d'entraînement, c'est moins 2 fois oméga du repère relatif par rapport au repère absolu multiplié scalairement par la vitesse relative. Donc là, vous allez retrouver 2 fois la vitesse relative dans ce produit mixte. Et si vous avez deux vecteurs qui sont collinéaires dans un produit mixte, le produit mixte est égal à 0. Et donc, la force d'inertie de Coriolis a toujours une puissance qui est égale à 0, que ce soit dans un repère galiléen ou dans un repère qui n'est pas galiléen. Bon, voilà. Et dans ce cas-là, donc on a la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique dans le repère relatif. Voilà, c'est ça, la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique, dérivation dans le repère relatif, est égale à la puissance des forces par rapport au repère relatif, plus tout simplement la puissance des forces d'inertie d'entraînement. Alors, en étendant la sommation à tous les points du système, donc voilà, donc on va remplacer l'énergie cinétique du point par l'énergie cinétique du système. Donc la puissance de Fm, donc on va la remplacer par la puissance des forces agissant sur S par rapport au repère relatif. Et là, c'est la puissance des forces d'inertie agissant sur S, avec le torseur
des forces d'inertie d'entraînement est égal tout simplement à le tenseur dynamique d'entraînement. Alors, dans le cas d'un solide, alors au lieu de F, donc on va avoir tout simplement des forces extérieures, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique dans un repère non galiléen est égale à la puissance des forces extérieures auquel il faut ajouter la puissance des forces d'inertie d'entraînement agissant sur S. Donc, cette puissance, c'est le commandement de deux torseurs, le torseur des forces extérieures et des torseurs cinématiques, des vitesses relatives. Et là, la même chose, donc c'est le torseur des forces d'inertie d'entraînement et le torseur cinématique des forces définies dans le repère relatif. Sur ce, donc, on termine la deuxième partie de ce chapitre et je vous souhaite bonne chance.